Citoyen du monde, pour avoir travaillé à la Banque mondiale et même à la Banque africaine de développement et même dans plusieurs autres institutions internationales, c'est une sommité de la presse au Cameroun, tout premier journaliste à avoir présenté le journal en langue anglaise sur la CTV, l'ancêtre de l'actuelle CRTV. Mesdames et messieurs, Eric Tindjé, natif de la région du nord-ouest Cameroun, en crise. Ces moments, une crise sociopolitique à la clé, avec à la clé de milliers de déplacés et même des centaines, plusieurs centaines de morts, mesdames et messieurs. Avec lui, nous en parlons ce jour. Bienvenue. Eric Tindjé, bonjour. Bonjour, Boris. Merci de nous accueillir dans votre demeure. Non, merci, c'est le plaisir tout pour moi. À Yaoundé. Alors, vous êtes au Cameroun depuis le début de votre séjour qui dure depuis près de 2 mois maintenant. Voilà. Vous n'avez pas encore fait un tour dans votre région natale, le nord-ouest? Non. Non, je n'ai pas pu, pour des raisons plus ou moins évidentes. L'actualité, justement, la crise anglophone qui dure déjà maintenant 3 ans, bientôt 3 ans que ça dure. Et on a encore en mémoire votre lettre adressée au chef de l'État, le président Paul Biya, il y a de cela 1 an, mois pour mois, parce que c'était en juin 2018. Aujourd'hui, nous sommes en juin 2019. 1 an plus tard, est-ce que vous avez l'impression que les 10 recommandations que vous avez proposées au chef de l'État, est-ce que vous avez l'impression que le contenu de cette lettre lui est parvenu? D'abord, je ne l'appellerai pas crise anglophone. Je crois que c'est une erreur du départ et continuer à entretenir cette idée d'une crise qui existe ailleurs, donc crise anglophone, d'abord donne l'impression que c'est une crise qui n'a pas d'impact que dans une partie, n'est-ce pas, du pays. C'est une crise qui est séparée donc de la réalité des autres. Il est clair que c'est une crise camerounaise qui a un impact sur la nation et qui devrait intéresser tout le monde. Mais je suis pour avoir été ici, passé 1 mois, un peu plus d'1 mois dans mon pays, je me rends compte effectivement que la majorité de Camerounais continue à regarder ça comme un problème qui existe ailleurs. Qui ne concerne que la partie anglophone. Absolument. Et donc, qui permettent au gouvernement de résoudre ça de la manière, peut-être la seule manière le seul, pour le gouvernement d'utiliser, n'est-ce pas, les seuls moyens à sa disposition, qui est l'armée. Donc, une crise nationale, sociale et autres, économique, continue d'être considérée comme une guerre. Et on utilise les seules armes qui sont à la disposition du gouvernement pour régler cette crise, contenir cette crise dans une partie du pays. Et c'est ça. Donc, moi je crois que c'est une erreur morphologique peut-être. Et il faut donc, moi je crois, conscientiser tout le monde, sensibiliser tout le monde. Sortir, n'est-ce pas, placer cette crise là où elle doit être, au centre des préoccupations de tous les Camerounais. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je crois que, puisque vous me posez la question sur les 10 points que j'avais proposés. Vous avez l'impression que le chef de l'État a vraiment été au fait de cette lettre? Enfin, puisque certains éléments de ces 10 points ont fait l'objet des messages qui sortent du gouvernement, est-ce
Le dialogue inclusif. Oui, enfin, il y avait ce dialogue inclusif. J'ai parlé. Bon, je crois qu'il y a un débat, même si ça ne donne pas son nom, qui s'opère au sein de la société aujourd'hui, et je retrouve, c'est un de mes points là-dedans. Est-ce que c'est, évidemment, le président de la République ne m'a pas répondu, enfin, il n'a pas répondu à ma lettre, mais c'était pas l'objectif de cette correspondance. L'objectif, c'était de porter à sa connaissance ou à la connaissance du gouvernement mes idées à moi, parce que je suis sûr qu'il y a d'autres personnes qui font exactement la même chose. Et le chef d'État, lui, n'est pas là à répondre à tout le monde. N'est-ce pas, il réunit tous ces éléments et il essaie de voir et faire la synthèse. Et j'imagine peut-être que ma lettre fait partie de ces éléments-là. Alors ça va faire 1 an. Oui. Est-ce que vous avez l'impression, au vu de ce qui se passe sur le terrain, parce que la situation va de mal en pire, Oui. on compte Le premier point que j'avais évoqué dans cette correspondance, c'était que qu'on retire l'armée du champ de ce théâtre de guerre et remplacer l'armée avec la police. Ça change complètement la donne. L'armée, c'est pour la guerre, la police, c'est pour l'ordre public. Même dans la manière de communiquer cette crise, surtout en ce qui concerne, n'est-ce pas, la diaspora et la communauté internationale, et forcément la communauté nationale, quand il s'agit de l'armée, il y a la peur. Et non seulement la peur, mais l'armée, quand l'armée s'engage, n'est-ce pas, à tirer, il s'agit d'une guerre. Donc nous sommes en pleine guerre civile. La police, c'est l'ordre national, c'est remettre de l'ordre. Donc ça articule les messages, n'est-ce pas, qui sortent d'une telle situation. Les messages sont complètement différents en fonction des moyens utilisés. Si on utilise l'armée, c'est la guerre. Si on utilise la police, c'est l'ordre public. Alors, si nous avons donc décidé qu'il y a une guerre civile au Cameroun, on doit s'attendre à la réaction surtout de la communauté internationale. Si la seule réponse à une situation nationale, c'est d'envoyer l'armée, et effectivement, il y a des images, il y a des reportages, il y a des papiers sur la situation réelle avec l'armée engagée. Donc, forcément, la communauté internationale doit faire attention, doit, n'est-ce pas, tourner son regard sur la situation de guerre. Avant de davantage parler du regard de la communauté internationale, il faut noter que vous êtes au Cameroun depuis plus d'1 mois. Et vous avez à cette occasion rencontré quelques acteurs, notamment Sisikou Ayuk Tabé, qui est le président autoproclamé de Cameroun, incarcéré à la prison centrale de Kondengui, avec tous ces rapports-là, ces échanges. Et il a rencontré aussi des membres du gouvernement. Donc. Voilà, à rencontrer uniquement ceux qui sont en difficulté. Avec tous ces échanges avec le gouvernement, avec d'autres acteurs de l'opposition, est-ce que votre avis sur la forme de l'État a changé? Parce que dans votre lettre, vous proposiez un fédéralisme à 2 États. Est-ce qu'aujourd'hui, 1 an plus tard, avec l'évolution de la situation sur le terrain, est-ce que vous avez changé d'avis sur ce point-là?
Vous savez, quand il y a un problème, lorsqu'il y a un problème dans une maison, qu'il y a le feu dans une maison, on cherche d'abord à éteindre le feu. En le faisant, évidemment, il y a des casses et tout. Mais on ne va pas commencer à chercher à réparer les chaises cassées parce qu'on est en train de tirer, n'est-ce pas, on est en train de vouloir éteindre le feu. Il faut d'abord éteindre le feu. Avant de réfléchir sur... Non. Évidemment, pour éteindre le feu, on doit réfléchir sur tout ce qui va garder cette maison intacte. C'est ça l'objectif. Donc, mais ne pas confondre les choses et dire non, mais arrangeons la cuisine puisque ce feu-là vient de la chambre. Évidemment, c'est peut-être une occasion pour le faire. Mais je crois que l'essentiel, d'abord, c'est d'éteindre le feu. Parce que sinon, ça risque, n'est-ce pas, d'embrasser le reste de l'édifice. Justement, en parlant d'éteindre le feu, oui. Alors, moi j'ai regardé, je me suis posé énormément de questions avant de faire mes propositions au président de la République. J'ai dit bien, ce problème a commencé avec la Constitution de 61. Il faut tenir ça, cet élément-là en compte. J'ai parlé de la nécessité d'une décentralisation réelle. Le fond de ce problème, c'est quoi? C'est que le pouvoir est concentré à Yaoundé entre les mains d'une poignée de gens. Décentralisons ce pouvoir. Ramener le gouvernement au niveau du peuple. Ça touche tout le monde. Donc, le fond de cette crise, c'est quoi? Ce sont ces deux choses-là. La Constitution de 61 qui a été violée, et on continue à fermer les yeux là-dessus, et la décentralisation au Cameroun. En 61, on avait créé un État fédéral, enfin, une nation fédérale de 2 États. Et c'était clair dans cette constitution, il y avait un article dans cette constitution qui ne devait jamais changer, inviolable. C'était l'existence de 2 États. Ils l'ont fait, ils l'ont mis dedans pour protéger les droits d'une minorité. Ils avaient bien étudié cette situation. Les populations des... Il y a plusieurs minorités au Cameroun, mais en négociant la réunification des 2 Camerouns qui existaient, ce qu'on appelle aujourd'hui le Cameroun, ce qui était donc le West Cameroun, le Cameroun occidental et le Cameroun oriental, en négociant donc les termes de réunification, il était clair qu'avec 20% de la population, il fallait trouver le moyen de protéger cette communauté, qui était donc des anglophones. La source de cette crise, c'est ça. Depuis 61, il existait déjà des sécessionnistes. Donc, enfin, je dis sécessionnistes, c'est un mot. Des indignés, des gens qui étaient opposés à l'unification. Il y avait un groupe de personnes qui étaient opposées à l'unification. C'est tout à fait normal. Ce groupe existait, leur nombre, a augmenté, mais il restait toujours une infime minorité. Parce que on pouvait faire allusion à un référendum. On a posé la question
à la population, les gens ont répondu. Même si ces mêmes personnes se plaignaient du fait que c'était un référendum national où la majorité était francophone. En 84, sans référendum, avec la signature d'un individu, qu'il soit président de la République ou pas, on a changé la situation. Ce n'était plus la République unie du Cameroun, on s'est retrouvé avec la République du Cameroun, le nom du pays qui existait avant la réunification. Donc, pour beaucoup, en fait, en 84, c'était le début de cette crise. En 84, beaucoup d'anglophones disent aujourd'hui, mais ils nous ont exclus, ou ils se sont exclus, n'est-ce pas, de la République unie. Donc, en 84, on est rentré à un pays qui existait en 1960, le 1er janvier, que la France avait créé de toutes pièces. C'est pour ça que les anglophones se plaignaient. Que, le processus d'assimilation était complété en 84. C'est en 84 donc que le nombre de, soi-disant, sécessionnistes s'est augmenté. A augmenté encore. Alors, une fois de plus, les gens ils n'étaient pas contents et tout, mais le nombre de ces sécessionnistes était minoritaire toujours. Mais ils continuaient à se plaindre. On les entendait. Ils posaient le problème de cette minorité. C'est finalement en 2017, 2016 d'abord, quand la situation dans nos écoles, parce que la différence entre les deux cultures se fait sentir le plus dans le système d'école, éducation et justice. Et c'est donc en 2016 que les avocats d'un côté et les enseignants de l'autre se sont levés pour dire non, enough is enough. C'est trop, c'est trop. Vous faites savoir dans votre... Et la réponse du gouvernement, le gouvernement a commencé à négocier. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Qui était louable. Mais malheureusement, quelques responsables du gouvernement, je parlais tantôt d'une poignée de gens, ont décidé que non, ils allaient mettre fin à tout ça, toute négociation. Disant qu'il n'y a pas de problème anglophone, on se rappelle des... On va mettre fin à ça, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déclaré les leaders de ces avocats d'un côté et de ces enseignants de l'autre. On a décidé qu'ils sont des terroristes. On les a arrêtés, on les a incarcérés pendant des mois et des mois. Il y a eu, et puis ceux qui continuent à manifester, on les a embarqués aussi. Et ils continuent à écouler dans nos prisons à travers le pays, et ils y sont toujours. Voyez, j'invite tout Camerounais. Mettez-vous à la place de ces anglophones et posez-vous la question, est-ce normal? Ces responsables qui nous ont emmenés en guerre sont toujours là. C'est des hauts responsables du pays aujourd'hui. Ils continuent à entretenir cette guerre. Et chaque jour qu'on tue un enfant, une maman, un vieux, même des jeunes, les familles sont affectées. Tout anglophone. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'anglophone dans ce pays qui n'a pas été impacté d'une manière ou d'une autre pour avoir perdu, n'est-ce pas, une proche. Moi, j'ai perdu mes cousins. Donc, il y en a, je me demande s'il y en a qui n'ont pas eu l'impact
Et quand pour une guerre, une sale guerre comme ça, on perd les membres de la famille, le regard sur cette guerre change radicalement. Je suis encore content qu'aujourd'hui, je continue à résister à moi-même. Je me fais violence aujourd'hui pour résister toute idée de soutenir, n'est-ce pas, la séparation. Je me bats toujours pour un Cameroun uni. Mais croyez-moi, il faut me croire, la plupart d'anglophones dans ce pays ne veulent plus de cette union. Oui. Ne veulent plus de cette union. Vous n'avez qu'à faire un sondage ou organiser un référendum. Ils vont partir. Puisque là, mes amis à qui je parle, qu'ils soient à l'intérieur du pays comme à l'extérieur, le langage que j'entends, c'est « Oh non, on est déjà parti, vous parlez même de quoi ?» Je suis devenu, moi, une minorité. Je fais partie d'une minorité parmi ces gens-là qui continuent à croire que l'unification, c'est un must. On doit absolument préserver cette. Comme d'avant l'arrivée des Français et des Anglais, comme pendant. C'est pas un argument. Oui. Je me suis rendu compte. Moi, j'ai donné cet argument. Mais les gens ne regardent plus ça. Même dans mes déclarations, même je donne des interviews, surtout parce que la communication aujourd'hui, c'est surtout sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, c'est là où le gouvernement est le plus absent. Tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, je peux vous défier, je suis sûr. C'est là où on voit les deux mondes séparés. Oui, oui. Il y a déjà séparation. Ce que les anglophones, ici, dans le pays, et à l'extérieur, ce qu'ils lisent tous les jours, est complètement différent de ce que lisent les francophones. À part, évidemment, les images de guerre que quelques-uns voient de temps en temps. Justement, au sujet de la guerre, avec la crise, dans votre lettre, l'année dernière, vous me faisiez savoir que le chef de l'État reste la bonne personne, et en même de vraiment mettre fin à cette crise et de ramener la paix dans les zones anglophones. Je suis convaincu que le chef de l'État reste la seule personne capable de mettre fin à cette guerre. Le président Biya peut le faire en une semaine. Comment? En respectant les 10 propositions de l'année dernière. Je crois que s'il fait une sortie pour reconnaître le problème, dit qu'effectivement il y a un problème, mais on va chercher à résoudre ce problème dans un contexte qui n'est plus le contexte de 61. On va chercher à résoudre ce problème dans un contexte moderne, actualisé, le contexte d'aujourd'hui. Et en même temps peut-être résoudre quelques problèmes qui continuent à exister. Le problème de l'éloignement du gouvernement, du peuple. Oui. C'est un problème réel. Ça ne s'applique pas. Donc, la décentralisation effective. La décentralisation effective. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ce n'est pas un ministre qui va dire et puis un autre qui vient dire le contraire. Ce n'est pas même le Premier ministre qui parle et un ministre se permet de dire le contraire. En fait, ça laisse le peuple dans le... C'est la confusion que ça sème aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. En fait, les sécessionnistes utilisent ça pour dire, voilà, on vous avait dit, ils n'arrivent même pas à s'entendre. Il y a un déficit de confiance en ce gouvernement, à l'extérieur et de plus en plus dans la partie anglophone. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure le regard très préoccupé de la communauté internationale. On a écouté la sortie du Parlement de l'Union européenne. Il y a même la sortie des Nations Unies qui se préoccupent de plus en plus de la situation au Cameroun. Et vous qui
maîtriser vraiment ces institutions internationales pour avoir travaillé avec plusieurs d'entre elles. Est-ce que vous pensez que l'émission de ces institutions-là, l'ONU, dans cette affaire au Cameroun, sera une bonne chose pour le pays quand on a des cas comme la Libye, la Côte d'Ivoire, où des puissances étrangères ont intervenu dans ces pays et par après, c'était l'irréparable. Vous savez, j'attire votre attention à un certain nombre de choses. D'abord, cette communauté internationale s'intéresse à cette situation au Cameroun parce qu'il s'agit d'une guerre civile. La communauté internationale s'est intéressée à la situation au nord du pays, mais ils rentrent pour aider le gouvernement camerounais. La même chose à l'Est. Les Américains sont entrés avec des équipements, avec des soldats et tout pour nous aider, parce qu'il s'agit d'une agression qui vient de l'extérieur, que ce soit au nord ou à l'est. Mais dans la partie anglophone du pays, la situation est interne. La situation est interne et il s'agit, n'est-ce pas, d'une armée qui tue ses propres citoyens. Sauf que le gouvernement fait savoir que c'est une affaire intérieure au Cameroun. Voilà. Donc, dans un premier temps, cette communauté internationale s'est dit, ok, vous pouvez régler le problème. Non pas, personne n'a parlé de cette situation pendant plus d'1 an ou 2, depuis 2016. C'est vers 2018, quand le nombre de morts ne faisait qu'augmenter, les images devenaient de plus en plus atroces, que la communauté internationale s'est dit, ah, ce gouvernement n'arrive pas à régler le problème, il est temps d'intervenir. Mais jusqu'où peut aller cette intervention de manière à laisser la souveraineté du Cameroun inviolable? Vous savez, vous pouvez rester là et parler de souveraineté. Il y a des morts qui passent de 10 à 100, à 1000, à 2000 et continuent à croître. Vous pouvez parler de ça. La communauté internationale a une responsabilité quand même de diminuer le nombre de morts, d'arrêter, de tout faire pour arrêter, n'est-ce pas, cette situation. Mais regardez, ils interviennent seulement du côté humanitaire. Humanitaire. Quand il y a des morts, des déplacés, l'absence de l'accès au traitement, à la nourriture, et ainsi de suite. C'est là. Ils entrent dans ces pays-là en utilisant, n'est-ce pas, la voie humanitaire. Alors, si vous créez chez vous une situation aggravante, humanitaire, évidemment, vous attirez l'attention de la communauté internationale. Sauf qu'il y a des ONG qui en appellent à l'intervention du Conseil de sécurité. La communauté internationale, c'est la communauté internationale. C'est les ONG, c'est les pays, hein, donc du côté bilatéral, c'est des organisations internationales, donc du côté multilatéral. Donc l'intervention doit venir ça peut venir de tout part, de cette communauté internationale, comme je dis bien, et multilatérale comme bilatérale. Et quand il s'agit donc du collectif, c'est les Nations Unies. Quand il s'agit peut-être d'une intervention spécifique, ça peut être une ONG internationale. Donc, écoutez, soyons quand même, réfléchissons avant de poser des actes. Si vous créez des situations, aujourd'hui c'est la confusion totale dans la partie anglophone.
Il y a l'armée qui est là, des comptes. Donc c'est la confusion totale. On ne sait plus qui fait quoi. Qui brûle les hôpitaux. Qui brûle les villages. Qui tue qui. C'est la confusion totale et malheureusement, c'est l'armée et le gouvernement qui endorsent la responsabilité d'un côté et les embats de l'autre. Malheureusement. Alors souvent vous, Héritier, jusqu'où est-ce que la communauté internationale qui est appelée, que ce soit pour le dialogue inclusif ou alors pour l'assistance humanitaire en zone anglophone, jusqu'où est-ce qu'elle peut aller de manière à préserver l'intégrité du pays, la souveraineté du pays, souvent. La communauté internationale n'a jamais et ne pourront jamais parler de la sécession. Jamais. C'est ça, l'ingérence. S'ils arrivent à toucher, n'est-ce pas, à la Constitution qui a unifié, donc, qui a créé ce pays, le jour où ils commencent à dire il faut absolument une force d'interposition pour séparer les deux, ça change tout. Mais ils ne peuvent pas, c'est pas pour demain qu'ils vont arriver à ça. Évidemment, si les tueries continuent, à un moment donné, ils peuvent commencer à parler donc de cette force d'interposition, comme ils ont fait en Côte d'Ivoire, une zone tampon, qui peut aboutir, n'est-ce pas, à la séparation définitive des deux parties. Mais on doit tout faire pour éviter cela. Et ce n'est pas pour demain que la communauté internationale, ce n'est pas pour demain qu'ils vont le faire. Donc moi, je me suis continué à parler de, comme notre Assemblée nationale, qui est restée muette depuis le début de cette crise, se lève. Ma déception est totale en ce qui concerne, n'est-ce pas, les représentants du peuple. Je ne sais pas s'ils représentent seulement une partie du peuple. Mais l'anglophone dans ce pays ne se sent pas représenté par l'Assemblée nationale de M. Kavaye ou de M. Nyat. Mais il y a des parlementaires anglophones parmi. Mais pourquoi ils représentent tout le peuple. M. Nyat ne représente pas les gens de Banganté ou M. Kavaye, les gens du Nord. Il est le représentant du peuple. Alors, si lui, il a décidé que ce peuple-là n'inclut pas les anglophones, donc il donne raison aux anglophones qui disent qu'ils ne se sentent pas représentés ici. Prenons le temps de réfléchir un peu avant de poser des actes ou avant de dire des choses. Imaginez-vous que le gouvernement envoie l'armée tirer sur les gens du littoral ou les gens d'Abomban ou n'importe quelle autre partie de ce pays. Et l'Assemblée nationale n'en parle pas pendant 3 ans. Vous trouvez ça normal? C'est triste. Voilà bientôt la fin de votre séjour au Cameroun. Avec quelle idée est-ce que vous repartez au terme de ce séjour? Vous savez, je suis venu ici pour 3 jours, dans un premier temps. Je suis venu ici avec des investisseurs ou des gens qui cherchent à nous aider à attirer des investissements, surtout dans le secteur logement. Et Dieu merci, ça s'est bien passé parce que moi j'étais venu pour les aider parce que très souvent quand on envoie des investisseurs ici, ils repartent après quelques semaines ou quelques mois complètement déçus. Donc cette fois-ci je me suis dit je viens moi-même, je vais essayer de les accompagner. C'est chose faite aujourd'hui, je crois que les échanges évoluent très très bien. Puisqu'il s'agit de domaine foncier, ils sont avec le crédit foncier et je crois que tout se passe très très bien. Donc malgré la crise au Cameroun, le pays reste attractif.
il ne faut pas qu'on se voit la face. Avec une guerre, ce pays n'est pas attractif du tout. Ce n'est pas pour demain que quelqu'un, avec toutes les possibilités que offrent, n'est-ce pas, les pays, les autres pays, ce n'est pas pour demain qu'un investisseur sérieux viendra au Cameroun. Il faut bien marquer mes mots. Ce n'est pas pour demain. Quand quelqu'un pense investissement, il regarde d'abord la situation sociale, politique, économique et autres. Ce n'est pas pour demain que quelqu'un va se lever pour aller investir dans un pays en guerre. Le Cameroun est en guerre, mon cher ami. J'ai pris la décision de venir ici avec ces gens-là. Parce que d'abord, ils veulent mettre en place un système au Cameroun. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais ils veulent nous aider à mettre en place un système qui va attirer l'investissement. Et c'est ça qui évolue bien. Donc, c'est une façon de nous aider à nous préparer pour les investissements. Le moment viendra, je crois. Parce que, en fait, il faut non seulement mettre ce système en place, mais protéger le système. Ces discussions sont en cours en ce moment. Et on verra, on espère que d'ici 1 an, 2 ans, on va sortir de la situation actuelle et ces investisseurs viendront. Alors, je venais donc pour 3 jours. J'ai vu la situation, je me suis dit non, je peux quand même apporter ma contribution. Je dois apporter ma contribution. Je repars aux États-Unis pour quoi faire en ce moment. C'est pour ça que je suis resté. Je devais pas quitter le pays, je m'étais donné 1 mois. Donc le 10 juin, c'était le lundi, je devais partir donc mon billet, j'avais changé mon billet pour le 10 juin. Mais arrivé donc le 10 juin, moi je n'ai pas trouvé des arguments pour quitter le pays. Je vais continuer. Je suis actuellement sur une initiative de paix que j'espère. C'est une médiation? Je n'aime pas ce mot-là parce qu'il y a trop de choses qu'on cache derrière le mot médiation. Moi, je ne suis pas un médiateur. Je suis un simple Camerounais qui a quelques idées aussi à contribuer. Comme la lettre que j'ai faite au président de la République, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait pareil. Donc là aussi, c'est une petite idée que j'ai qui, j'espère, va entrer, n'est-ce pas, dans l'ensemble d'initiatives que les gens vont, que ce gouvernement pourrait, n'est-ce pas, exploiter. Donc, je me suis dit que j'ai une petite idée et pourquoi pas poursuivre cette idée-là et voir ce que ça va donner. C'est une petite contribution que j'ai envie de faire. Si au bout de mes efforts, je trouve qu'il n'y a rien, ça ne bouge pas, cette contribution n'apporte rien, je vais quitter le pays. Je vais donc quitter le pays sachant que au moins j'ai fait des... Pour moi, je pense beaucoup, je pense à mes enfants. Mes enfants sont aux États-Unis. Je n'ai pas envie que ces enfants qu'ils deviennent des Américains à 100%. J'aimerais que mes enfants à moi gardent ce contact avec le pays qu'ils ont toujours eu. Mais depuis un certain temps, ils ne peuvent pas venir ici parce qu'ils ne peuvent pas aller voir la famille à Bamenda. Donc, je me bats pour ces enfants. Et aujourd'hui, je me dis, ok, si demain, ces enfants ne peuvent pas rentrer au pays, qu'ils sachent que leur papa avait donné le maximum de lui-même pour retrouver la paix. Pour moi, c'est ça. Eric Tindier, merci. Merci, Boris. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette autre production de l'entretien. Rendez-vous, restez sur la page et retrouvons-nous la semaine prochaine avec un nouvel invité.